Destin inattendu. Des personnes ordinaires au destin extraordinaire. Destin inattendu. Ces femmes et ces hommes auraient pu vivre une vie sans surprise. Mais des rencontres, des événements tragiques ou heureux leur ont permis de réaliser des choses extraordinaires avec une volonté hors du commun et des valeurs humaines bien ancrées. Que ce soit Mouktar, jeune migrant de 15 ans ayant réussi la traversée, Jean-Michel, chef d'entreprise hors norme, Gérard, Lily, Huguette, ils nous font rêver et nous prouvent que oui, c'est possible. La vie est belle. Dans la première série, nous recevons Mouktar Mansaré, jeune migrant venu de Guinée seul à l'âge de 15 ans. Après une route depuis la Guinée extrêmement difficile et douloureuse, il se retrouve seul à Rennes en 2020. Il aurait pu être envoyé dans son pays n'étant pas reconnu mineur, mais grâce à de belles rencontres, il a réussi à intégrer une école de prépa d'ingénieur. Il témoigne de son courage hors norme et il prouve que les migrants peuvent être une richesse pour notre pays. Donc Mouktar, tu es arrivé dans la maison de Yves, tu as pris ton ordinateur, tu as appris tout seul. Moi j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé, que tous les deux vous me racontiez, comment vous avez fait pour que tu puisses être scolarisé, ce qui était ton rêve. Donc, quand je suis arrivé chez Yves, donc du coup tout était prêt, comme je l'avais dit précédemment. J'ai commencé mon auto-formation et immédiatement aussi Yves s'est mis à la tâche pour me chercher au fait une école le plus vite que possible. Et c'est à partir de là que les galères administratives ont commencé. En fait, là, on était en mars 2021 et tu souhaitais intégrer un lycée en septembre 2021. On était en mars 2021. Moi, je voulais juste avoir une école, qui c'était en septembre ou que c'était au milieu de l'année. Moi, je voulais juste avoir une école. Et Yves, alors, qu'est-ce que tu as fait ? On a commencé par chercher un lycée. C'était un peu difficile parce que sans aide, on savait pas trop où s'adresser. Et en recherchant sur Internet, j'ai découvert le CIO, qui est un organisme qui permet de tester le niveau d'études des jeunes. Donc j'ai pris rendez-vous, on y est allé. Mouktar a passé des examens pendant environ 4 heures. Et au terme de ces 4 heures, les professeurs sont venus me voir pour me dire qu'il avait un niveau 3e largement acquis et que tout était dans les rails pour lui trouver un lycée. Et qu'ils me recontactaient très rapidement. Ce qu'ils ont fait dès l'après-midi même, ils m'ont rappelé, mais en me posant une question, c'est à savoir qui était son représentant légal. Et je leur ai rappelé que c'était un migrant mineur non accompagné et qu'il n'avait donc pas de représentant légal. Et là, il m'a été répondu que sans représentant légal, il ne pourrait pas intégrer un lycée en Ille-et-Vilaine. C'est spécifique à l'Ille-et-Vilaine, ça ? Alors c'est ce que j'ai découvert par la suite. Au départ, je pensais que c'était national. Et donc on a cherché des établissements privés avec l'aide d'Utopia. On a obtenu des rendez-vous, on s'est fait balader, on ne nous a même pas reçus alors qu'on avait un rendez-vous fixe à heure déterminée. Et on nous a juste dit déposez le dossier et on vous recontactera, ce qui n'a jamais été fait. On a continué notre recherche jusqu'à fin juin, début juillet, et tout cela sans aucun résultat. Entre-temps, j'avais inscrit Mouktar via Utopia 56 toujours pour un camp de jeunes migrants pendant l'été pour profiter un peu et se reposer. Mouktar y était hostile, il voulait continuer à travailler, donc là j'ai insisté en disant non, tu vas te reposer un petit peu, c'est impératif. Et donc je l'ai emmené dans les Côtes-d'Armor dans ce camp, j'ai rencontré les personnes gérant l'association et en discutant avec eux et avec Mouktar, on s'est rendu compte que cette notion de représentant légal était propre à l'Ille-et-Vilaine, mais qu'en Côtes-d'Armor, ça n'existait pas. Incroyable. Ouais. Donc la personne de l'association a contacté une amie qu'elle avait au CIO de Saint-Brieuc, qui aussitôt nous a recontactés pour nous dire mais il n'y a aucun souci, on peut scolariser en Côtes-d'Armor. Et là, elle nous a proposé donc un établissement à Lannion et à Saint-Brieuc et à Dinan.
Et on a choisi Dinan, qui était le plus près, bien sûr, et c'est comme ça que l'aventure a vraiment démarré. Et ce qui est fou, c'est qu'un représentant légal, en fait, c'est juste pas possible, puisque Mokhtar n'avait pas de papier, il n'était simplement que mineur non accompagné, donc la République devait l'accueillir, et au contraire devait faire en sorte qu'il évolue. Et c'est très étonnant sur l'île et Vilaine. Il y avait ce problème de minorité non reconnue, et le combat a également continué avec l'avocate, qui a donc présenté un recours devant le juge à Rennes, et où sa minorité là a été reconnue, ce qui a un peu simplifié les choses par la suite. Très bien. Et alors, en fait, vous vous êtes retrouvé à Dinan, et qu'est-ce qui s'est passé, Mokhtar ? Quand nous sommes arrivés à Dinan, on a rencontré Monsieur Bossard. Je me rappelle bien, c'était un vendredi. Je me rappelle bien de son nom, ce monsieur-là aussi. Exactement, oui. C'est le proviseur du lycée de Dinan qui m'a vraiment mis à la lumière, au fait, qui m'a permis d'avoir aussi cet avenir-là, parce que c'est grâce à lui aujourd'hui, je suis là à parler de mes études. Donc, quand nous sommes arrivés ce vendredi, il y avait Monsieur Bossard et Madame Alain. Et puis, on a commencé l'entretien avec lui. Il m'a demandé donc tout. Et puis, je lui ai expliqué ce que je voulais. Et là, à partir de là, Madame Alain, elle était un peu réticente parce qu'elle voulait que je commence, soit par exemple, en seconde générale pour le bac de français. Mais entre-temps, M. Bossard a pris mes cahiers parce que mes cahiers d'auto-formation, il a regardé mes cahiers. Il était vraiment admiratif du travail que j'ai pu accomplir seul. Et à partir de là, il dit mais on l'inscrit en première et puis on va voir comment est-ce qu'il va s'en sortir. S'il n'y arrive pas, il peut toujours revenir dans mon bureau pour m'expliquer. Tu te rappelles bien de son nom, ce monsieur-là aussi. Alors Yves, quand il a intégré le lycée, tu n'as pas eu besoin de l'engueuler pour aller à l'école, Non, alors raconte un peu. Non, il a fallu plutôt le freiner, mais... Non, donc ce rendez-vous a lieu le vendredi soir, fin septembre, donc le lycée avait déjà démarré depuis un mois, et dès le lundi matin, il intégrait le lycée, donc il a fallu, là ça a été la course pendant le week-end pour tout mettre en place. Et... Je crois même que tu as déménagé pour... Oui, parce qu'à l'époque, on habitait à Plélan-le-Grand et il n'y avait aucun transport transverse entre Plélan et Dinan. Et donc, mes parents avaient une maison sur Plognoc et donc j'ai décidé de racheter cette maison et de s'installer immédiatement là pour avoir la proximité du lycée et pouvoir mettre en place tout ça dans la meilleure condition. Bon, il n'y a aucun regret aujourd'hui. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est cette capacité de travail que tu as. Me raconter, par exemple, Yves, Mokhtar ne parlait pas un mot d'anglais. Que s'est-il passé au lycée ? En fait, Mokhtar est arrivé chez moi et sans parler un seul mot d'anglais, effectivement. Il s'est auto-formé donc, du 1er mars jusqu'à fin septembre seul, sans me demander même d'aide, j'aurais pas été d'une grande aide au niveau anglais, mais il s'est débrouillé absolument tout seul. Et rentré au lycée, donc fin septembre, dès le premier contrôle d'anglais, Mokhtar a eu 20 sur 20, une des meilleures notes de la classe. Et sans vouloir le flatter à outrance, mais dès la fin du premier trimestre, donc pour lui, seulement 2 mois après son entrée, il était déjà premier de sa classe. Il n'a jamais quitté cette place jusqu'à la fin. Waouh ! Quelle capacité d'apprentissage, mais aussi quel courage. Raconte-nous, Mokhtar. Oui, donc du coup, ça n'a pas été facile, surtout le premier mois. Quand je suis arrivé, j'étais déjà en retard. Et il y avait un programme aussi, beaucoup de programmes que je n'avais pas vus. Donc il fallait rattraper tout cela. Donc du coup, pratiquement, je conservais l'ensemble de mes week-ends à travailler parce que j'étais parti auprès de mes profs pour leur demander de me passer, au fait, les chapitres que je devrais rattraper et puis les prochains chapitres. Donc du coup, j'ai commencé à prendre de l'avance aussi sur beaucoup de choses. Et ça, par la suite, ça a vraiment facilité, au fait, mon intégration au sein du lycée et par rapport au bac de français. Et tu as eu combien en français ? Au bac de français, mon premier bac blanc en français, j'ai eu 11. Donc, du coup, je suis revenu vers la prof. Je l'ai expliqué. Elle me dit que voilà, j'ai essayé de corriger l'ensemble des erreurs que tu as fait sur ta copie. Donc, du coup, j'espère que prochainement, tu nous referas le deuxième bac blanc. J'ai eu 15 et puis au véritable bac, donc du coup, j'ai eu 17 à l'écrit et puis 18 à l'oral.
Quelque chose qui me fascine aussi, c'est tes notes en géographie et en histoire. Tu viens de Guinée, donc tu connaissais pas ni l'histoire ni la géographie de la France. Et quelles ont été tes notes là aussi? Ouais, mes notes aussi, c'était pareil. J'avais toujours de très bonnes notes parce que je suivais déjà d'abord les cours en classe. Et quand je suivais les cours, je rentrais à la maison, j'essayais d'abord de maîtriser et d'apprendre ce que j'ai appris et puis encore de regarder, puis de fouiller, de lire dans les documents pour mieux comprendre l'histoire et puis la géographie française et du monde en plus, vu que c'était vraiment quelque chose d'un peu beaucoup plus large. Pendant cette période-là, tu n'as pas dû avoir beaucoup de temps libre? Le temps libre en soi, je ne me le permettais pas parce que de toutes les façons, moi j'étais obsédé par le fait de réussir dans mes études et puis surtout d'avoir cette mention très bien qui était une obsession pour moi. Prochainement, nous écouterons Mokhtar nous raconter ce parcours hors norme et ses projets de vie futurs.